on a fait ce premier exercice en tant que philanthrope de se dire, bon, ben, quelles sont les valeurs que je porte, qu'est-ce que je veux vraiment créer par ma philanthropie. Une autre dimension importante, elle est de se dire, mais finalement, comment est-ce que je vais agir et comment est-ce que je vais m'inscrire dans le temps. On a, en France comme aux États-Unis, la possibilité, grâce à sa philanthropie, de s'inscrire dans une logique très longue, puisque l'outil fondation, qui est une allocation irrévocable d'un patrimoine à une cause d'intérêt général, permet finalement, si la somme est suffisamment importante et que la fondation est structurée pour le faire, peut devenir perpétuelle. Et elle peut vraiment dépasser la vie même du fondateur, et elle peut rester, si elle est bien gérée, de manière éternelle. On a un exemple le plus parlant dans le contexte français, qui sont les hospices de Beaune, qui ont été créés en 1443. Hein, donc ça commence à faire. C'est ce qu'on décrit comme étant la plus vieille fondation française. Elle a été créée par un couple qui était dans l'entourage du duc de Bourgogne et qui était très sensible au fait de pouvoir donner accès à des personnes désargentées, défavorisées, à des soins médicaux. Et pour ce faire, ce couple a alloué à la fondation un terrain en Bourgogne, c'est un terrain vinicole, sur lequel poussent visiblement des vins excellents et qui permettent chaque année depuis 1443 de vendre ces vins et d'utiliser le revenu de la vente de ces vins pour financer cette fondation. Alors aujourd'hui, l'hospice en tant que tel est passé dans le giron de l'action de l'assistance publique, mais il continue à recevoir des financements au travers de la fondation grâce à l'allocation toujours de ce terrain et des vins qu'il permet de produire. Donc là, on a un exemple vraiment très parlant d'une fondation qui peut exister au travers des siècles. L'exemple à l'extrême opposé, il est présenté dans le livre et il est très connu aux États-Unis. C'est l'exemple de Charles Finney, qui est un entrepreneur qui a inventé dans les années 60 le concept de magasins, les duty-free shops, les magasins hors taxes dans les aéroports. Au moment où se développait fortement le transport aérien, il a imaginé que ces lieux-là pouvaient être des lieux où les gens allaient avoir envie d'acheter, où les avantages en termes de taxes pouvaient être une incitation à l'achat. Bref, il a fait fortune. Il a gagné des milliards de dollars et il s'est engagé très tôt dans des actions philanthropiques très importantes. L'histoire, en tout cas, dit qu'il a distribué plus de 6 milliards de dollars. D'abord, dans une logique, et on y reviendra, totalement anonyme. Donc, il a créé une fondation qui s'appelle The Atlantic Philanthropies et qui a distribué des sommes à différents types d'institutions dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des arts, dans le domaine de l'aide au développement. Mais ce qui est là intéressant pour nous, c'est qu'il a décidé de le faire dans le cadre de sa vie. C'est-à-dire, il dit, je veux distribuer la totalité de ma fortune, et elle est considérable, de mon vivant. Et il a aujourd'hui, en 2014, décidé de fermer sa fondation parce qu'il a réussi à distribuer la totalité de ces 6 milliards de son vivant, en disant, ces sous, je les ai faits grâce à la consommation et à l'intervention des générations actuelles. Et donc, je considère qu'il est légitime que ce soit ces générations actuelles qui puissent bénéficier de ma philanthropie plutôt que de les mettre dans une boîte et de faire que ce soit dans la durée des générations futures qui en bénéficient. Donc là, on a vraiment les deux extrêmes, quelque chose qui peut durer des siècles et puis une intervention qui dure pour le coup, qui s'exprime sur une période d'à peine 20 ans. Mais donc, pour le philanthrope, la question de finalement dans quelle durée je veux m'inscrire, elle est importante. Et une manière d'y répondre peut être en partie celle de se dire, mais finalement, quelle est, encore une fois, la valeur sociale que je veux créer, quelle est la cause à laquelle je veux contribuer. Certaines causes ont un caractère urgent. On peut imaginer, par exemple, quelqu'un qui se dit « bon, ben, moi, je veux vraiment allouer mes ressources philanthropiques au changement climatique ».
Dans ce cadre-là, il pourrait faire beaucoup de sens de dire: «C'est maintenant qu'il faut s'y mettre et il faut s'y mettre, voilà, de manière, aussi importante que possible, de manière aussi urgente que possible». Au contraire, si on est plutôt dans la logique de dire: «Beh, je veux, contribuer à», on peut reprendre l'exemple de l'accès aux études supérieures pour, des jeunes issus de milieux populaires. On peut imaginer que cette problématique-là n'est pas une problématique qui n'est, présente qu'aujourd'hui dans la société et où il peut y avoir une logique à dire: «Bon, bah, je crée plutôt quelque chose qui permettra sur la durée de, Mmh. voilà, de faire cet ascenseur social qui est si important au travers de l'aide aux études». Donc il y a, voilà, des réponses à apporter, à la fois au croisement de qu'est-ce que j'attends moi de ma philanthropie, de sa, de cette pérennité qu'elle permet ou de la transmission de valeurs qu'elle peut permettre au travers du temps, à croiser avec la question de quelle est la cause à laquelle je m'intéresse ou les causes auxquelles je m'intéresse et quelle est du coup la plus grande utilité des ressources financières que je vais apporter. Est-ce que c'est plutôt aujourd'hui que ces ressources sont utiles ou est-ce que c'est plutôt dans une logique plus pérenne?